Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, il y a des scènes qui marquent à jamais, des scènes qui restent dans votre esprit, vous travaillent, parce qu'elles vous inspirent à la fois une profonde tristesse et un immense espoir. J'ai assisté à l'une de ces scènes il y a quelques jours en Ukraine. Avec nos collègues Natalia Pouzirev et Delphine Lingemann, nous étions à Zaporijia, ville martyre sous le feu des bombes depuis 3 ans maintenant. Là-bas, les autorités ukrainiennes m'avaient invité à l'inauguration d'une école souterraine. Une école souterraine, la 5e de la ville, car il n'y a désormais que sous terre que l'on peut apprendre au calme. Rarement je n'ai éprouvé autant de peine qu'en observant ces enfants, qui sont l'avenir de l'Ukraine, descendre des escaliers pour aller se terrer 15 mètres en dessous du sol pour étudier. Mais rarement je n'ai ressenti tant d'espoir en observant le sourire de ces jeunes, heureux de retrouver l'école pour la première fois depuis 3 ans. L'espoir de cette jeunesse ukrainienne qui refuse de céder face à la fureur des bombes et continue à aller à l'école, à étudier, à vivre. L'espoir d'une nation tout entière qui vit comme un acte de résistance le fait de former de nouvelles générations de citoyens, de leur transmettre l'esprit critique qui est au fondement de nos démocraties. Cet espoir, c'est celui d'une Ukraine qui reste debout. Cet espoir, c'est celui d'incarner l'avenir d'une Ukraine souveraine. Cet espoir, il est le reflet de celui de tout le peuple ukrainien qui refuse de plier et se bat héroïquement depuis maintenant des années. Ne cessons jamais de rappeler une chose claire, une chose simple. Si la Russie arrête de se battre, il n'y a plus de guerre. Si l'Ukraine arrête de se battre, il n'y a plus d'Ukraine. Alors je veux le dire très clairement. Je veux le dire plus encore après les échanges entre les présidents Trump et Zelensky. L'Ukraine n'a d'excuses à présenter à personne. Le peuple ukrainien ne mérite qu'une chose, le respect. Je veux lui rendre hommage avec vous, rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui refusent la fatalité, qui refusent la défaite, qui refusent tout simplement de disparaître. Mes chers collègues, plus encore en revenant d'Ukraine, plus encore après les événements de ces derniers jours, je crois qu'il n'y a pas de question plus forte, plus existentielle, plus révélatrice aussi que la position de chacun de nous sur le conflit en Ukraine. Plus forte parce qu'il est clair que nous sommes à un point de bascule. Car ce qui se joue en Ukraine, ce n'est pas seulement l'avenir d'un pays souverain. Ce sont les intérêts de la France et des Français qui sont en danger. Qu'on le veuille ou non, cette guerre nous concerne aussi. Et de son issue dépendra une part de notre avenir. Et si pour certains, le simple fait de défendre une démocratie agressée ne suffit pas à vaincre les réticences, alors qu'ils pensent aux conséquences matérielles et sociales pour la France et les Français. Car oui, une victoire de la Russie aurait des conséquences dévastatrices, y compris pour nous. Des conséquences sur notre approvisionnement en énergie, sur notre accès aux céréales, sur le pouvoir d'achat des Français avec une inflation puissance 10. Des conséquences avec à la clé des mouvements de population sans précédent. Des conséquences pour la sécurité de l'Europe. Le coût d'une victoire de la Russie serait donc infiniment plus fort que l'est celui d'un soutien à l'Ukraine. Ce n'est pas une guerre lointaine qui se joue, c'est la vie quotidienne des Français qui est en première ligne. Je crois ensuite qu'il n'y a pas de question plus existentielle que l'avenir de ce conflit. La diplomatie est en danger de mort et elle pourrait être supplantée par un ordre mondial brutal, fondé sur la loi du plus fort et les instincts de prédation. Un ordre mondial vidé de son sens et de ses valeurs, où les démocraties libérales seraient incapables de se défendre. Un ordre mondial où les intérêts purement transactionnels auraient remplacé une communauté de valeurs et de destin. Car derrière l'Ukraine, c'est l'Europe qui est en danger. Que personne ne soit dupe. Vladimir Poutine
ne cherche qu'à gagner du temps pour reprendre son souffle face à une résistance ukrainienne qu'il ne parvient pas à étouffer. Mais l'appétit du Kremlin est insatiable et personne ne doit douter que derrière l'Ukraine, il y a la Moldavie, la Roumanie, les États baltes, il y a la Pologne, il y a la Finlande, il y a l'Union européenne et l'OTAN. Le régime russe ne tient désormais que par et pour la guerre. Et ce n'est pas seulement une affaire européenne. Le monde entier regarde l'Ukraine. Et si la loi du plus fort l'emporte, si la brutalité l'emporte impunément, qui sait quelles conséquences d'autres puissances pourraient en tirer? Avec les brutes et les prédateurs, la faiblesse n'a jamais eu d'autre effet que de leur désigner leur prochaine victime. Alors non, la France ne peut rester impassible. La France, pays des Lumières, terreau de la liberté, a une responsabilité. La France, seule puissance nucléaire de l'Union européenne, a une responsabilité. La France, qui connaît trop bien le prix de la lâcheté et des paix de dupes, a une responsabilité. Et je suis fier, Monsieur le Premier ministre, que votre gouvernement, après les précédents, fasse bloc autour de l'Ukraine. Fier, à cette même tribune, il y a quelques mois, alors à la place qui est la vôtre, d'avoir défendu et fait adopter ici un accord de sécurité historique entre la France et l'Ukraine. Fier de voir le président de la République s'imposer parmi les acteurs incontestables de la recherche d'une résolution du conflit et animer une réponse européenne forte. Car ce conflit est aussi un grand révélateur. Ces dernières années, la France n'a jamais failli dans son soutien à l'Ukraine. Avec le président de la République, avec l'ensemble des gouvernements, avec les députés de mon groupe parlementaire, nous avons tenu le cap. Nous n'avons jamais hésité une seconde, jamais flanché face à la tentation de la reddition, la tentation d'une paix bâclée dont les Français seraient aussi victimes. Nous n'avons jamais failli et nous étions bien seuls. Bien seuls quand d'autres refusaient de voter le soutien à l'Ukraine ici comme au Parlement européen. Bien seuls quand d'autres revendiquaient leur loyauté pour la Russie ou relativisaient la portée du conflit. Bien seuls face à la légèreté de ceux qui se moquent du destin de la France, se moquent du destin de l'Europe et ne voient pas de problème à voir un leader démocratiquement élu insulté en direct, ne voient pas de problème à une victoire russe qui barrait la route lourdement à l'avenir des Français. Nous sommes dans un moment où le voile se déchire, où l'on s'aperçoit que l'instinct capitulaire est en fait bien souvent un esprit de complicité. Nous avons déjà vécu tout cela. Alors je le dis, entendre Madame Le Pen ici nous donner des conseils de géostratégie, alors même qu'elle proposait encore pendant la campagne présidentielle de 2022 une alliance en matière de défense avec la Russie, alors même qu'elle disait encore quelques jours avant l'invasion russe que les Russes n'envahiraient jamais l'Ukraine, alors même qu'elle estimait, comme Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, que les Ukrainiens ne tiendraient pas 3 jours ou 3 semaines et que ça fait 3 ans qu'ils résistent héroïquement. Madame Le Pen, nous l'avons vu tout à l'heure quand l'ensemble de cet hémicycle s'est levé pour applaudir et saluer le courage du peuple ukrainien et que le seul groupe qui est resté assis et qui n'a pas applaudi est le vôtre. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans votre intervention. Tout ça, Madame Le Pen, ne donne qu'une confirmation. L'Ukraine brûle et encore, vous regardez ailleurs. Mais je reste convaincu que face à la puissance des enjeux, l'esprit de responsabilité peut l'emporter. Le moment appelle l'unité, il n'est pas trop tard pour se rallier à la seule ligne juste, à la seule ligne qui assure la protection de la France et la sécurité des Français. Et avec le groupe Ensemble pour la République, nous savons où sont nos valeurs et nous les défendrons jusqu'au bout. Madame la Présidente, mes chers collègues, nous vivons une période d'accélération extraordinaire où les vérités et les certitudes de la veille ne sont pas celles du lendemain, où le président des États-Unis peut être prêt à signer un traité avec l'Ukraine un matin et malmener le président ukrainien l'après-midi, où le vice-président d'un pays allié peut venir insulter les Européens sur leur propre sol, où chaque jour apporte son lot d'incertitudes et de contradictions. Et dans cette période, je m'exprime devant vous avec 3 convictions. La première, c'est que le monde libre a besoin d'un nouveau leader. Les déclarations du président Trump sont claires.
Plutôt que les valeurs de démocratie et de liberté, seuls compteront toujours désormais les intérêts économiques et tous ceux qui tenteront d'émettre des réserves seront marginalisés. Alors c'est à nous, la France et les nations européennes, de prendre enfin la relève. C'est à nous de montrer au monde que tout n'est pas permis, que tout ne se vaut pas, que tout n'est pas que transaction et deal à conclure, qu'on ne monnaie pas la défense de la liberté, qu'on ne monnaie pas la défense du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qu'on ne monnaie pas le soutien à la démocratie. L'Europe doit devenir la nouvelle place forte de la liberté et de la démocratie. Cela ne signifie pas tourner le dos aux États-Unis et malgré l'indignation et les outrances, je reste convaincu qu'il existe un chemin. Mais il nécessite de prendre notre avenir en main. Ne plus avoir peur de notre propre puissance, penser, peser, exister par nous-mêmes avec l'Europe. Et au-delà d'un nouveau leader, le monde libre a besoin d'une nouvelle grammaire, d'une nouvelle manière de fonctionner, d'une nouvelle organisation. Ces dernières décennies ont été marquées par la lente agonie de certaines de nos organisations multilatérales. Le concept de communauté internationale n'existe plus, car être une communauté, c'est partager des principes, des lois et des valeurs. Alors nous devons en prendre acte et construire avec tous ceux qui partagent notre vision et nos valeurs quelque chose de nouveau. Une alliance qui ne se limiterait pas aux frontières de l'Europe et qui rallierait tous ceux qui refusent l'avènement de la loi du plus fort et l'effacement de nos valeurs. Et c'est ma deuxième conviction. Puisque certaines grandes puissances ne comprennent plus que le rapport de force, assumons-le. Si la défense ukrainienne est dépendante de l'aide américaine, alors l'Ukraine est dépendante des conditions de paix imposées par d'autres. La place de l'Ukraine et de l'Europe à la table des négociations, elle ne se quémande pas, elle s'impose. Pour cela, il y a urgence à ce que l'Europe augmente son soutien militaire à l'Ukraine. C'est de cette manière que nous pourrons pallier un éventuel désengagement américain. C'est ainsi que l'Ukraine pourra continuer la résistance, si on veut lui imposer une paix factice. Et pour financer ce soutien supplémentaire, je crois que nous devons reconsidérer notre position, la position de la France, sur les avoirs russes gelés. Je comprends bien les préventions de certains et je les ai moi-même partagées. Mais la situation a changé. La menace a franchi un nouveau palier. Avant d'envisager de faire payer les Français et les Européens, utilisons ces près de 300 milliards d'euros d'avoirs russes pour aider l'Ukraine. Et dans le même temps, accélérons le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. L'Ukraine mène depuis des mois des réformes fortes et courageuses pour pouvoir intégrer l'Union. L'heure est maintenant venue d'accélérer et de permettre l'adhésion rapide de l'Ukraine. C'est la solution pour pouvoir faire front lors des échanges à venir. C'est aussi le moyen d'offrir à l'Ukraine des garanties de sécurité pour la suite. Et cela peut se faire de façon adaptée, avec des clauses de sauvegarde spécifiques, par exemple pour notre agriculture. Et cela me conduit à mon troisième point. La période actuelle ne doit pas être une période de tétanie, mais bien de sursaut. Les nouveaux empires nous mettent au défi, mais dans leur aveuglement, ils commettent une erreur d'appréciation à notre égard. Ils ne nous voient toujours que comme un vieux continent fatigué de sa propre histoire. Nous sommes un vieux continent, c'est un fait. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que ce vieux continent couve une toute jeune communauté, si jeune que par naïveté, elle finit elle-même par croire aux discours sur sa propre faiblesse qui lui ont été servis à l'envi et à dessein. Mais hier, cette jeune communauté vient peut-être de s'éveiller à elle-même, de réaliser sa propre puissance, d'assumer son aspiration à la souveraineté et à l'indépendance. Ces dernières semaines, le temps des illusions a enfin cessé. Et lors des rencontres à l'Élysée, il y a 2 semaines, comme hier, dans un format plus large à Londres, je veux croire que les nations européennes ont ouvert les yeux. L'Europe n'est la vassale de personne. Alors elle ne doit être dépendante de personne. Notre objectif doit tenir en 2 mots, 0 dépendance, point. Et je sais que c'est possible, car les élections en Allemagne il y a 10 jours nous donnent une opportunité historique d'avancer. Alors accélérons ce qui a été accompli depuis 2017, notamment à l'initiative de la France. Construisons vraiment notre autonomie stratégique. Créons une garantie de sécurité collective pour l'Union, sans dépendance de qui que ce soit. Augmentons nos dépenses militaires, comme notre pays le fait depuis 8 ans, et sortons des dépenses
sortons les dépenses de défense du calcul des 3% de déficit. C'est la condition d'un réarmement européen. Créons une base d'industrie et de défense européenne bien plus ambitieuse en travaillant à des programmes industriels communs et en imposant la préférence européenne. N'ayons pas peur d'émettre de la dette en commun pour financer nos programmes de défense. Nous avons su le faire face au Covid. Faisons-le pour préparer l'avenir. Et si je parle de défense, appliquons cette logique à tous les domaines. Cessons de craindre l'indépendance et construisons-la. Une indépendance industrielle, en simplifiant nos règles et en assumant la préférence européenne. Une indépendance technologique, en investissant massivement et en commun, notamment dans l'intelligence artificielle. Une indépendance financière, en procédant enfin à l'union des marchés de capitaux pour nous donner la force et les capacités d'investissement nécessaires pour l'avenir. N'ayons pas peur. L'Europe doit cesser de s'excuser d'exister. Elle a toutes les cartes en main pour réussir, toutes les cartes en main pour s'imposer. L'Europe a d'abord été une culture, puis une raison. Elle doit maintenant devenir une force de paix, une force de prospérité, une force tranquille. Et Monsieur le Premier ministre, vous pourrez compter sur mon groupe pour défendre toujours et encore une Union européenne plus forte, plus puissante, plus indépendante. C'est notre ADN. C'est ce que nous faisons depuis 2017 avec le président de la République et l'heure d'une grande accélération a sonné. Madame la Présidente, mes chers collègues, rien n'est écrit. Il y a 3 ans, beaucoup ne donnaient pas 2 semaines avant la reddition et l'effondrement de l'Ukraine. Et pourtant, depuis 3 ans, l'Ukraine est debout. Depuis 3 ans, le peuple ukrainien montre l'exemple. Un peuple qui résiste héroïquement, malgré les horreurs des bombardements, le viol comme arme de guerre, les déportations d'enfants ukrainiens vers la Russie. Un peuple qui connaît la souffrance du deuil, le drame de la destruction et la brutalité de l'invasion. Mais un peuple dont le courage impressionne. Un peuple qui se bat pour son pays, bien sûr, mais aussi pour la démocratie, mais aussi pour la liberté qu'il guide, mais aussi pour l'Europe qui l'inspire. Oui, nous, Européens, puissions-nous puiser dans le courage du peuple ukrainien les forces pour réagir, pour nous affirmer, ne plus fuir le rapport de force, pour sortir de nos dépendances et assumer enfin notre propre puissance. L'histoire jugera très durement ceux qui ont tourné le dos à l'Ukraine. Elle sera intraitable avec ceux qui ont cru pouvoir pactiser avec la Russie. Mais il ne suffit pas d'être du bon côté de l'histoire, encore faut-il l'écrire. Nos valeurs ne sont rien si on n'est pas prêt à tout pour les défendre. Alors nous ferons bloc, car c'est l'avenir de la France, car c'est l'avenir de l'Europe qui en dépend. L'Ukraine vaincra, l'Europe sera. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.